Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo en hommage à Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, qui est le papa du Petit Prince. Alors pourquoi une petite vidéo en hommage au Petit Prince ? Parce que il est né le 6 avril 1943, ce Petit Prince. Il a été édité à New York. Il a donc déjà 80 ans. Et bien entendu, j'avais déjà fait des instants de lecture sur la chaîne il y a 2-3 ans, je crois, avec Vol de nuit et un petit peu Le Petit Prince. Et puis, lors d'un direct, et j'avais raté... le direct s'était coupé, du coup j'avais raté ma lecture. Et je m'étais dit, il y a pas longtemps, je m'étais dit, il faudra que je refasse la lecture de ce chapitre que j'aime particulièrement. Donc, je commencerai la lecture au chapitre 8. Vous savez, c'est le chapitre où on parle de la rose, où le Petit Prince découvre cette fleur un peu spéciale avec un caractère... Bref, donc je vous laisse vous installer confortablement. Donc c'est une vidéo que j'ai illustrée de diverses photos et dessins que j'ai trouvés ici et là. Et pour commencer, eh bien, vous avez donc une citation de Antoine de Saint-Exupéry. Je ne connais point de chemin qui n'ait qu'une direction. Vous voyez ? Il y a beaucoup de citations que j'aime de cet auteur. C'est sans doute, je dirais, avec Honoré de Balzac et quelques autres, mon écrivain et un de mes maîtres à penser et de citations aussi que je préfère. Enfin bon, bref, j'ai pas grand chose à vous apprendre sur Saint-Exupéry. Alors c'est parti pour la lecture. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour, d'une graine apportée d'on ne sait où. Et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant : « Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le Petit Prince, alors, ne put contenir son admiration. « Oh, que vous êtes belle !»« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. »
Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi ? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince « Ah, ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes !» « Mais il n'y a pas de tigres sur ma planète, avait objecté le petit prince. Et puis les tigres ne mangent pas les herbes. » « Mais je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. « Oh, pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent ? » Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est vraiment bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous, c'est mal installé. Là d'où je viens... Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ce paravent, alors ? J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète. Mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes, qui m'avait tellement agacée, eût dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. On passe maintenant au chapitre 9. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonés, les volcans brûlent doucement et régulièrement sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux.
Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il découvrit l'envie de pleurer. « Adieu !» dit la fleur. Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu !» répéta-t-il. La fleur toussa. Mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Mais tu as été aussi chaud que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille. Je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je ne veux pas connaître les papillons. Si je veux connaître les papillons, il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. » Et elle montrait naïvement ses 4 épines. « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, eh bien va-t'en. » Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Chapitre 10. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habituée par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah ! Voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda: « Comment peut-il me connaître, puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié, tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi, que je te vois mieux, » lui dit le roi, qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bâilla. « Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis. » « Mais je ne peux pas m'empêcher, » répondit le petit prince tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. »« Alors, » lui dit le roi, « je t'ordonne de bâiller. » « Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore, c'est un ordre. » Mais ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. « Ah ah !» répondit le roi. « Alors je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de... » Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. « Si j'ordonnais, disait-il couramment,
Si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Puis-je m'asseoir ? S'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur qui, sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous ? Sur tout, répondit le roi, avec une grande simplicité. Sur tout. Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. Sur tout ça, dit le petit prince. Sur tout ça, répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles, elles vous obéissent ? Bien sûr, lui dit le roi, elles obéissent aussitôt, je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72 ou même 100 ou même 200 couchers de soleil dans la même journée sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir, ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre, à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort ? Ce serait vous, dit fermement le petit prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Et alors ? Mon coucher de soleil, rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Quand ce sera-t-il ? S'informa le petit prince. Lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. Ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis très bien obéi. Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. »« Ne pars pas, répondit le roi, qui était si fier d'avoir un autre sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre. »« Oh, ministre de quoi ? De la justice. »« Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait pas, lui dit le roi. » Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux, je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis
À bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même, n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Ah ah, dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi, n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges, » se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Chapitre 11. La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah ah ! Voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car, pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour, dit le petit prince, vous avez un drôle de chapeau. »« C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. » « Ah oui, dit le petit prince qui ne comprit pas. »« Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince, et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ?»« Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. »« Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. » « Je t'admire, dit le petit prince en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ?» Et le petit prince s'en fut. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Chapitre 12. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ?» dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, » répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu ?» lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » lui répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» s'enquit le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur, en baissant la tête. « Mais honte de quoi ?» s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire » acheva le buveur, qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe.
Les grandes personnes sont décidément très bizarres, se disait-il en lui-même, durant le voyage. Chapitre 13. La 4e planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. » 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer, 26 et 5, 31, ouf, ça fait donc 150 622 731. 150 millions de quoi? Hein? T'es toujours là? 501 millions de... Oh, je sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7... 500 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La 3e fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Mais millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir, de paix. Millions de petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Oh, des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles! Oui, c'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur, c'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder des étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit en lui-même le petit prince, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder des étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit? Bah, bien sûr. Quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère. Je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, hein? Mais je suis un homme sérieux, moi. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis je ferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Ah, et c'est tout? Ça suffit! C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais c'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées des grandes personnes.
Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. Chapitre 14. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même: peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman, que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens? Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, répondit l'allumeur. »« Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère, bonsoir. » Et il le ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?»« C'est la consigne, répondit l'allumeur. » « Je ne comprends pas, dit le petit prince. « Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour !» Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. « Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. » « Et depuis cette époque, la consigne a changé ?» demanda le petit prince. « La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. »« Bah, et alors ?» dit le petit prince. « Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. »« Oh, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute ?» « Ce n'est plus drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois ? Oui, 30 minutes, 30 jours, bonsoir. » Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cet allumeur, qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours, dit l'allumeur, car on peut être à la fois fidèle et paresseux. » Le petit prince poursuivit. « Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. »« Ça ne m'avance pas à grand-chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. »« C'est pas de chance, dit le petit prince. C'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour !» Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore : celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami, mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour 2. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie, à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. Chapitre 15.
La 6e planète était une planète 10 fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur » s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?» ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. »« Ça, c'est bien intéressant » dit le petit prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ? Je ne puis le savoir, » dit le géographe. « Ah !» Le petit prince était déçu. « Et des montagnes ? Je ne puis le savoir, » dit le géographe. « Et des villes et des fleuves et des déserts ? Je ne puis le savoir non plus, » dit le géographe. « Mais vous êtes géographe ? » « C'est exact, » dit le géographe. « Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans, des déserts. Le géographe est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça ? Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie, et aussi un explorateur qui boirait trop. Pourquoi ça ? Dit le petit prince. Parce que les ivrognes voient double, alors le géographe noterait 2 montagnes là où il n'y en a qu'une seule. Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait vraiment un mauvais explorateur. C'est possible donc. Quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. Ah bon ? On va voir ? Non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur, tu vas me décrire ta planète. Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. Alors, interrogea le géographe. « Oh, chez moi, dit le petit prince, ce n'est pas très intéressant, hein. C'est tout petit. J'ai 3 volcans, 2 volcans en activité et 1 volcan éteint, mais on ne sait jamais. » « On ne sait jamais, dit le géographe. J'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Ah bon, pourquoi ça? C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère? Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère? Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. Elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère? Répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Oh, ma fleur est menacée de disparition prochaine? Bien sûr. Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que 4 épines pour se défendre contre le monde, et je l'ai laissée toute seule chez moi.
ce fit là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ?» demanda-t-il. « La planète Terre, » lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Chapitre 16. La 7e planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7,5 millions d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on devait y entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes, puis de ceux d'Afrique et d'Europe, puis de ceux d'Amérique du Sud, puis de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrer en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur de l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menaient des vies d'oisiveté et de nonchalance. Ils travaillaient seulement 2 fois par an. Chapitre 12. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout et un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes, comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres, ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète, quand un anneau de couleur de lune remua dans le sable. « Bonne nuit » fit le petit prince à tout hasard. « Bonne nuit » fit le serpent. « Sur quelle planète suis-je tombé » demanda le petit prince. « Sur la Terre, en Afrique » répondit le serpent. « Ah, il y a donc personne sur la Terre ? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. Dans les déserts, la terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux au ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées, afin que puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous, mais comme elle est loin. Elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici ? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent, et ils se turent. Où sont les hommes ? Reprit le petit prince enfin.
On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince le regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit-il enfin, mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince ne répondit rien. Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis. Oh, j'ai très bien compris, dit le petit prince. Mais pourquoi pars-tu toujours par énigme? Je les résous toutes, dit le serpent, et ils se turent. Chapitre 13. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour, dit le petit prince. « Bonjour, dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le petit prince. La fleur un jour avait vu passer une caravane. « Les hommes ? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, fit la fleur. Chapitre 19. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Seules les montagnes qu'il eût jamais connues étaient les 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme d'un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il donc, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées. « Bonjour, dit-il à tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous ? Dit le petit prince. Qui êtes-vous ? 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 Répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit le petit prince. Je suis seul, 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 répondit l'écho. Quelle drôle de planète, pensa alors le petit prince. Elle est toute sèche et toute pointue et toute salée, et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce qu'on leur dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Chapitre 20. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. « Bonjour, dit-il. » C'était un jardin fleuri de roses. « Bonjour !» dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. « Qui êtes-vous » leur demanda-t-il stupéfait. « Nous sommes les roses, dirent les roses. »« Ah !» fit le petit prince, et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il en était 5000 toutes semblables dans un seul jardin.
Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligée de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Puis, il se dit encore, je me croyais riche d'une fleur unique et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux et dont l'un peut-être est éteint pour toujours, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et couché dans l'herbe, il pleura. Chapitre 21. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit le renard sous le pommier. »« Qui es-tu » dit le petit prince. « Oh, tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Bah, viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, dit le petit prince. » Mais après réflexion, il ajouta. « Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ? » ?»« Je cherche les hommes, dit le petit prince. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« Les hommes, dit le renard. Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, non, c'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Et il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit le renard. « Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. » On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis.
Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? Dit le petit prince. Ah, ça, c'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne et si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute, » dit le petit prince, « je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, » dit le renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr, » dit le renard. « Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu. Je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. »« Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose et moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince avant de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Ah, c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Ah, je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. Alors voilà pour cette lecture.
un hommage à Antoine de Saint-Exupéry pour les 80 ans de la naissance du Petit Prince. C'est quand même un événement qui n'est pas rien. Alors, je suis arrivée au chapitre 22. Je le note pour que la prochaine fois, si je continue cet instant de lecture tout doux, c'est un livre que j'ai lu je ne sais pas combien de fois, mais pour ceux qui ne lisent pas ou qui ne peuvent plus lire, il est toujours agréable de se souvenir de quelques citations comme de celle que je viens de vous lire à propos du secret du renard. Quand il dit, vous avez dû voir certainement très souvent cette citation, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Alors voilà, je vous ai mis quelques images. Donc il a écrit aussi dans Écrits de guerre une phrase qui prend tout son sens actuellement. Nous sommes en 2023. Il a écrit cette citation: une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture. Il a écrit aussi, et je suis tombée en synchronicité juste quelques minutes avant de faire cet instant de lecture qui ira rejoindre la collection Élégance spirituelle et le podcast, puisque maintenant il y a des podcasts sur le YouTube, donc vous pourrez écouter tranquillement les podcasts. Il a écrit dans Terre des Hommes, j'ai l'intention de vous faire un extrait justement de... J'hésite entre Vol de nuit et Terre des Hommes, je verrai bien, mais j'ai déjà mis dans les playlists des extraits de lecture assez longs d'Antoine de Saint-Exupéry, surtout dans Vol de nuit, que j'aime beaucoup. Il a donc écrit « L'eau, tu es la plus grande richesse qui soit au monde et tu es aussi la plus délicate. » Donc cette citation, aujourd'hui, en 2023, avec les soucis que nous rencontrons à propos de l'eau, elle prend tout son sens. Je vous dis namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, je vous souhaite une belle écoute et je dis bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne depuis quelque temps et qui s'abonnent. C'est un grand plaisir pour moi, une forme de reconnaissance aussi pour le travail que demande la lecture. Lire à haute voix est un exercice extrêmement fatigant, et pour la voix et pour la concentration et l'intonation du texte. Et en plus, pour la manipulation des photos, parce que j'aime bien illustrer, vous voyez, j'aime beaucoup ces illustrations du Petit Prince, pour ceux qui regardent sous forme de vidéo. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà. À très bientôt, mes amis d'ici ou d'ailleurs. Namasté.